Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc, on va parler des statuts juridiques et de la création d'entreprise. Et en guise d'introduction, je vais vous présenter pour que vous sachiez un petit peu qui je suis. Donc, je m'appelle Camille. Je travaille dans le cabinet d'expertise comptable Number. Number, c'est un réseau de cabinets d'expertise comptable. On est implanté dans 10 villes en France et on accompagne les freelances dans leur projet de création d'entreprise, donc sur les questions juridiques de démarrage. Et ensuite, on les accompagne tout au long de l'année sur les sujets de comptabilité, de fiscalité et bien sûr sur le bilan en fin d'année. Donc, on va attendre, je crois, quelques minutes, secondes, le temps que Voilà. tout le monde arrive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat, j'essaierai de les répondre. Et voilà, puis on va dérouler le webinaire de 30 minutes déjà sur la base de quelques questions, donc ça permettra de répondre certainement à des interrogations que vous avez. On va lancer la première pour faire venir les autres. Donc, la question, combien de temps prend la création d'une entreprise? Alors, ça peut dépendre en fonction du statut juridique que vous allez choisir pour votre entreprise. En moyenne, il faut compter une quinzaine de jours ça peut aller jusqu'à un mois. Ça dépend du statut et surtout, ce qu'il faut comprendre derrière la création d'entreprise, ça va être aussi qui s'occupe de créer votre entreprise. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent vous accompagner et vous pouvez aussi le faire en autonomie. Donc, en fonction du choix que vous allez faire, ça peut avoir une implication sur le délai de la création d'entreprise. Donc, c'est un point à avoir en tête de votre côté au niveau de votre projet, c'est-à-dire à bien savoir à quand vous avez besoin que votre entreprise soit créée pour pouvoir ensuite faire un rétro-planning et se dire, OK, j'ai besoin que mon entreprise soit active au 1er novembre parce que j'ai une mission qui démarre. Voilà, il faut que je crée mon entreprise maintenant, par exemple. Mais voilà, si vous y prenez un peu plus en amont, vous pouvez aussi avoir un peu plus de temps pour dérouler toutes les étapes de la création d'entreprise. Donc, dans une création d'entreprise, on va distinguer plusieurs étapes. Si on crée une société, on va avoir une première étape où on va rédiger les statuts juridiques. Ensuite, il faudra déposer un capital social auprès d'une banque ou auprès d'un notaire. Et ensuite, on arrivera sur l'étape plus administrative du dossier d'immatriculation qu'il faudra constituer. Donc, c'est un dossier dans lequel on va retrouver des pièces justificatives, les statuts, les CERFA destinés à l'administration. Et tous ces documents-là, une fois que vous les aurez signés, on les télétransmet au greffe du tribunal de commerce. Voilà. Donc, c'est très processé. Tout peut se faire de manière dématérialisée. Et donc, grâce à cette dématérialisation aussi, on peut gagner du temps et faire des créations de sociétés en une dizaine de jours. Ouais. On peut passer à la question suivante, si ça vous va. La question suivante, c'est sur les statuts de mémoire. Alors, comment choisir son statut juridique? Donc, le statut juridique, il va avoir une conséquence sur deux éléments qui sont finalement personnels. Le statut juridique que vous allez choisir va avoir une conséquence sur votre fiscalité personnelle, donc autrement dit sur l'impôt sur le revenu, et également sur votre niveau de protection sociale. Parce que derrière le statut juridique, ce qu'il faut questionner, c'est comment je vais me rémunérer et comment je vais être couvert au niveau de la protection sociale. Donc, c'est vraiment les deux points de départ. Ce qui m'amène à vous dire qu'il faut réfléchir à son statut juridique vraiment par rapport à sa situation personnelle et non pas par rapport à un secteur d'activité et choisir un statut parce que un collègue, un ami, quelqu'un de la famille a fait ce choix-là, donc du coup, on y va aussi. Il faut vraiment recentrer la prise de décision par rapport à votre situation. Est-ce que vous avez un foyer fiscal composé d'enfants, conjoints, conjointes, etc. Le besoin en rémunération va varier d'une personne à l'autre. Les projets aussi de vie vont varier d'une personne à l'autre. Donc, finalement, le statut juridique, il faut vraiment qu'il parte d'une réflexion personnelle. Donc, au niveau des statuts juridiques, on va distinguer la micro-entreprise, qu'on peut aussi appeler auto-entreprise, c'est la même chose. On va ensuite distinguer l'entreprise individuelle et les statuts de société que sont la SASU et le URL. Donc, les statuts de société, ce sont des personnes morales. Donc, il y a une distinction qui est faite entre l'individu qui est associé dans la société et la société qui est une personne morale. Donc, voilà, il y a vraiment une séparation de fait. Quand vous créez une société,
vous pouvez la créer seule. Donc, c'est là où on va parler de SASU ou de EURL. Le U vient indiquer le mot unipersonnel. Et vous pouvez aussi vous associer au démarrage, à court ou moyen terme. Hein, c'est des évolutions juridiques qui peuvent être mises en place sur votre entreprise. Et donc là, s'il y a plusieurs associés, on va parler de SAS ou de SARL. Une SAS ou une SASU, qu'il y ait un ou plusieurs associés, la société va fonctionner de la même manière. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous donner le panel d'options qui s'offrent à vous. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment, voilà, j'insiste un peu, mais de vous demander finalement, est-ce que j'ai besoin de me rémunérer? Sous-entendu, on peut avoir souvent une aide du Pôle emploi parce que vous changez de cadre, on va dire, de travail, vous passez d'un statut de salarié à un statut de freelance. Donc finalement, avec ce passage-là, peut-être qu'il y a une rupture conventionnelle ou un licenciement qui vous permet d'obtenir l'aide du Pôle emploi pendant un certain temps. Donc peut-être que vous n'avez pas besoin de vous rémunérer au démarrage avec votre société. Donc là, ça va avoir certaines implications et donc ça va aiguiller votre orientation sur un certain statut. Si au contraire, vous avez besoin de vous rémunérer tout de suite parce que vous avez dû démissionner et que vous n'avez pas d'autres sources de revenus, bah là, le conseil et la logique sera peut-être différente de la première version. Si vous êtes sur un projet plutôt long terme ou au démarrage, il y a surtout de la recherche, du prototypage, etc. Là aussi, le conseil il sera peut-être différent parce que l'activité sera pas tout à fait la même qu'une activité de prestation de service où on peut avoir un chiffre d'affaires direct parce que on démarre une mission, le client paye à la fin du mois ou 30 jours fin de mois, enfin, voilà, avec résultat, ça peut se négocier. Ça peut aller plus vite. Voilà. Donc voilà, finalement, statut juridique, vraiment éviter le côté je prends plein d'infos et je copie-colle un peu les copains. Recentrez vraiment la réflexion sur vous. Et après, prenez conseil, prenez rendez-vous. Enfin voilà, moi je peux être disponible pour faire des rendez-vous de 30-45 minutes pour rebalayer les différents statuts juridiques et surtout personnaliser le conseil par rapport à votre situation à vous. La troisième question qu'on nous a posée, c'est quels sont les frais que l'on peut déduire sur une société. Donc, ça me permet aussi de faire un petit rappel par rapport à la question précédente. On va pouvoir déduire des frais professionnels dans tous les statuts juridiques, sauf dans la micro-entreprise. En micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire de frais professionnels. Le fonctionnement au niveau de la déclaration fiscale ne le permet pas. Vous avez un autre fonctionnement. Par contre, sur tous les autres statuts juridiques, l'entreprise individuelle et les sociétés, vous avez la possibilité de déduire des dépenses. Déduire, ça veut dire qu'on va les soustraire à votre chiffre d'affaires pour obtenir un résultat. Donc, votre entreprise, elle va encaisser un chiffre d'affaires, elle va avoir des dépenses, des charges qui seront déduites du chiffre d'affaires, qui permettra d'obtenir un résultat qui sera la base de calcul au niveau de l'imposition de l'entreprise. Donc, quelles sont les typologies de frais que l'on peut payer avec son entreprise, qui peuvent passer sur l'entreprise? On va avoir tous les frais liés au déplacement, si vous avez à vous déplacer pour aller chez votre client. Déplacement / hébergement, restauration, hein, s'il est relativement loin, bien sûr, il faut pouvoir continuer de vivre et donc de manger et de dormir hein, pendant ce temps-là. Tous les frais liés à votre formation, si vous avez besoin régulièrement de faire un peu des mises à jour sur vos compétences, de monter en compétences sur d'autres domaines pour élargir vos champs d'action, ce sont des choses qui peuvent être payées par votre entreprise, donc finalement déductibles. Il va y avoir tout l'aspect matériel, donc ordinateur, téléphone, caméra, enfin voilà, ça va être aussi beaucoup lié à votre secteur d'activité, bien sûr. Les dépenses que l'on peut déduire sur son entreprise, il faut d'abord qu'elles répondent à l'activité de votre entreprise. Il faut que ça reste du professionnel. Et ensuite, en fonction de votre typologie d'activité, il y a peut-être des éléments qui vont vous concerner, qui ne concerneront pas un professionnel qui est dans un autre secteur d'activité. On peut retrouver également les dépenses en abonnement, si vous devez vous abonner à des logiciels pour développer votre activité. Des dépenses, je l'ai perdu, je l'ai en tête. J'ai parlé des abonnements, du matériel, des déplacements. Oui, voilà, des complémentaires santé. On ne pense pas forcément, mais tout ce qui va être mutuel
complémentaire retraite, complémentaire prévoyance, ça, ce sont des dépenses qui vont être prises en charge par votre entreprise. Donc, l'intérêt de faire déduire ces dépenses-là sur votre entreprise, c'est que vous, ça vous génère une économie au niveau de l'impôt, parce que c'est déduit avant de calculer la base imposable. Donc, l'intérêt de cette déduction, c'est in fine de d'économiser sur l'impôt qui sera calculé. Après, il y a des frais plus classiques, hein, mais si vous embauchez, ça peut être des embauches classiques contrat de travail, mais ça peut être aussi des stagiaires, des alternants. Toutes ces dépenses-là seront bien sûr directement catégorisées comme professionnelles, donc c'est des dépenses que vous ferez directement avec le compte de l'entreprise. Pour que ce soit bien en place au niveau du fonctionnement de cette déductibilité des frais, il faudra bien penser à obtenir une facture au nom de l'entreprise. Donc ça, c'est la règle pour pouvoir déduire des frais sur l'entreprise, obtenir une facture et que ce soit lié à l'activité. Après, il y a des frais dont on parle pas trop souvent ou qui sont un petit peu à la charnière entre le pro et le perso. Ça peut être des frais liés à votre logement, à condition que vous mettiez votre siège social chez vous, sur votre lieu d'habitation. Vous allez pouvoir potentiellement faire passer une partie des frais d'électricité, d'eau, de gaz, et également faire payer un loyer à votre entreprise. Mais ça, il faudra regarder si c'est pertinent, ce dernier élément, parce que quand vous payez un loyer, à titre individuel, vous recevez un loyer, donc c'est imposé au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc là, on fait un calcul pour voir si c'est pertinent ou pas par rapport à votre imposition de base. Mais voilà, il y a aussi ces dépenses-là qui sont un petit peu à la frontière entre le pro et le perso et qui peuvent être pertinentes parce que ça va venir alléger votre budget personnel. Parce qu'au lieu d'être payé 100% par le perso, il y a une partie qui est payée par le pro. Donc finalement, voilà, ça fait un petit peu d'air au niveau du budget perso. On a eu quelques questions dans ce sens-là. Anouk demande alors, tu as en partie répondu à la première partie de la question. Puis-je me verser un loyer si la société est domiciliée chez moi? Et d'ailleurs, faut-il mieux domicilier la société chez soi ou via une société de domiciliation? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième partie. Donc, est-ce qu'il vaut mieux l'une ou l'autre des solutions, société de domiciliation ou chez soi? Ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Il n'y a pas vraiment de règle. La seule différence, c'est que si vous mettez le siège social dans une société de domiciliation, vous ne pourrez pas déduire une partie de vos frais d'électricité, enfin de charge finalement, parce que l'adresse personnelle, elle reste personnelle. Elle n'est pas connue par les impôts au niveau de l'entreprise. Donc, la condition pour faire peser sur l'entreprise une partie des frais du logement, c'est que le siège social de l'entreprise doit être au niveau de l'adresse de l'associé. Voilà. Donc, si vous choisissez une société de domiciliation, la société de domiciliation va vous émettre une facture mensuelle, parce que c'est un service qui est payant, bien sûr. Et donc là, cette dépense-là, elle sera bien entendu déductible, hein. Vous payez 30, 40, 50 € par mois à la société de domiciliation pour pouvoir mettre le siège social à cette adresse-là. C'est payé par l'entreprise. Si vous choisissez de mettre le siège social chez vous, à votre domicile, donc comme on disait tout à l'heure, il y a une partie des charges électricité, eau, gaz qui sont pris en charge par l'entreprise. Le loyer, comme il est imposé à titre individuel, il n'est pas automatique. On va le mettre en place que si c'est dans votre intérêt au niveau de l'imposition. Pour pas que ça fasse juste une histoire de vase communicant, je paye un loyer, mais pour qu'au final, il y ait la quasi-totalité qui parte dans les impôts, il n'y aura pas d'intérêt. Donc ça, on le regarde au cas par cas. Ça, c'est le genre de sujet qui dépend vraiment de la situation du foyer fiscal. Donc, on va regarder la situation de chaque entrepreneur pour voir si on le met en place ou pas. Pour rester dans le même registre un peu de ce qui est dans les frais, Anouk nous demande, est-ce que suivre des formations, est-ce que ça peut être déductible des charges? Oui, la formation, bien entendu, tant que ça reste dans votre domaine de compétences, on va dire au sens large. Si, je vais prendre un exemple extrême, et vous êtes développeur informatique et vous voulez apprendre une formation pour vous mettre à la couture, bon, voilà, ça va être compliqué de justifier que c'est pour développer votre entreprise. Donc, il faut que ça reste quand même dans votre champ d'action au niveau de vos activités professionnelles. Ensuite, la prise en charge au niveau de la formation, il y a plusieurs particularités. Vous pouvez acheter des formations qui ne sont pas du tout finançables
par exemple, voilà, une formation qui est finalement hébergée par un prestataire aux États-Unis. Donc là, vous êtes sûr qu'aucun financeur en France ne vous suivra. C'est pas grave. La condition, il ne faut pas que ce soit une formation finançable pour pouvoir vous l'acheter. Vous pouvez néanmoins faire jouer votre organisme collecteur, ça s'appelle comme ça, opérateur de compétences, les OPCO. Eux, ce sont des organismes qui peuvent venir financer certaines formations, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous acheter des formations sans faire appel aux OPCO. Donc ça, c'est les deux cas de figure où vous payez la formation avec votre entreprise, financée ou pas. Ensuite, le troisième cas de figure, c'est si vous faites jouer votre CPF. Là, par contre, s'il y a le CPF qui rentre en jeu, la formation ne pourra pas passer sur l'entreprise parce que c'est le compte personnel de formation. Donc là, il faudra que la formation soit payée à 100% en personnel avec un complément ou par une prise en charge partielle de votre CPF. Mais à partir du moment où vous activez votre CPF, s'il reste un peu à payer, vous ne pourrez pas faire payer cette partie-là sur l'entreprise. Voilà, si on fait jouer le CPF, c'est le compte personnel, donc c'est personnellement qu'on paye la formation. Voilà. Dans les autres cas, tant qu'il n'y a pas le CPF qui rentre en jeu, ça passe sur l'entreprise et veillez juste à ce que ce soit quand même cohérent par rapport à votre secteur d'activité. Une autre question, que fait le cabinet comptable et que vais-je devoir faire moi-même? Quels sont les champs d'action de chacun? Alors, peut-être que pour répondre à cette question, on peut passer Passe à la diapo sur la suivante. dernière question, justement, ça fait une bonne transition. Donc, en tant que cabinet d'expertise comptable, nous, on va vous accompagner. En fait, on va s'occuper de toutes les déclarations fiscales et de toutes les obligations fiscales qui pèsent sur votre entreprise. Donc, si on veut schématiquement, en tant qu'entrepreneur, vous avez des obligations qui pèsent sur votre entreprise. Vous devez répondre à des échéances fiscales, envoyer des documents aux impôts. Sauf que ça, vous allez le sous-traiter à un cabinet d'expertise comptable. Donc, nous, on vient pour s'occuper de toutes ces choses-là dont vous n'avez pas envie de vous occuper vous-même. Donc, on met le contact au niveau des impôts pour votre entreprise. Donc, s'il y a une question, s'il y a une déclaration à faire, c'est nous qui nous en occupons. Et donc, on a des outils pour faciliter la collecte d'informations et puis l'établissement des différentes déclarations. Donc, au travers des outils qu'on utilise, donc les outils qu'on utilise s'appellent Time, T2IME. Donc, c'est deux applications mobiles réunies sur une plateforme SaaS. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils sont collaboratifs et il y a énormément d'automatisation derrière. Donc, par exemple, on va récolter automatiquement les transactions bancaires. Donc, il y a une synchronisation qui se met en place entre Time et votre compte en banque professionnel. Comme ça, on collecte toutes les transactions bancaires au jour le jour. Vous n'avez pas besoin de nous envoyer le relevé bancaire. Donc, il y a pas mal comme ça d'automatisation qui fait que tout le monde gagne du temps, l'entrepreneur et nous. Autre fonctionnalité sur Time, vous avez un espace de facturation. Donc, vous pouvez préparer vos factures, les envoyer à votre client. Et comme ça, elles sont directement sur votre plateforme Time. Et donc, nous, quand on fait les déclarations comptables, on a tous les documents dont on a besoin sur cet outil et on n'a pas besoin de vous envoyer des mails pour demander tel ou tel document. Pour faire le parallèle avec la question précédente sur les frais, je vous disais, il vous faut une facture au nom de l'entreprise pour justifier que c'est une dépense déductible. Ben, quand vous avez cette facture professionnelle, on va vous demander de l'ajouter sur Time. Pour ajouter une facture sur Time, ça peut être une prise de photo avec l'application mobile, un transfert de mail si vous recevez la facture par mail. Ça peut être un glisser-déposer si vous êtes sur l'ordinateur. Enfin, en fait, tout est ultra simplifié pour vous faire gagner un maximum de temps. Et une fois que la facture est stockée sur Time, elle a une valeur probante. Donc, en cas de contrôle fiscal, on va venir télécharger tous les documents qui ont été chargés sur Time et ça servira de justificatif avec une valeur originale. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous séparer du papier. Si vous n'êtes pas très paperasse, pas besoin d'avoir un classement hyper strict, mois par mois, par typologie de dépenses. Tout ça, c'est plus du tout la peine parce qu'avec Time, on a cette organisation qui se fait de manière automatique grâce à l'outil. Voilà. Et donc, nous, derrière, on a un petit peu un outil plus technique qui s'appelle Time Expert, où tous les éléments contenus dans les applications Time que les entrepreneurs utilisent vont se déverser en fait sur notre outil
notre outil technique d'expert comptable. Et donc, cet outil-là va nous permettre de faire toutes les déclarations. Et donc, comme ça, on a un système un peu de suite d'outils où les informations sont directement déversées et donc il n'y a pas de perte d'informations et tout est automatisé. Donc ça, ces outils-là font partie de notre accompagnement. C'est vraiment mis en place systématiquement sur l'ensemble des freelances qu'on accompagne. On a Mariano qui revient un peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je vois que des points positifs à avoir le siège social chez moi. Est-ce que vous voyez des points négatifs? Le point négatif, souvent, qu'on nous annonce, qu'on nous donne, c'est que votre adresse de siège social va être référencée potentiellement sur Google Maps parce que vous allez créer une entreprise. Donc voilà, vous allez être référencé potentiellement sur Google avec le siège social qui sera chez vous. Donc après ça, je sais, moi je ne suis pas informaticienne, mais je sais que ça bidouille. On peut élargir la zone pour que sur Google Maps, quand on cherche votre entreprise, finalement, on tombe sur une zone et pas sur votre appartement. Donc voilà, il y a des choses à faire pour éviter cela. Mais voilà, c'est effectivement le point négatif qu'on peut nous donner quand on parle de siège social à son domicile. Voilà. Bon. Après, quand on veut trouver l'adresse de quelqu'un, on la trouve. Mais voilà, donc on peut complexifier un petit peu la chose. Et puis si c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez pas, effectivement, il y a des sociétés de domiciliation qui sont faites pour ça. On a également une question de Johanna qui souhaite savoir, alors 2 questions, quels sont les frais que je peux faire passer sur mon entreprise? On a déjà répondu un peu tout à l'heure, et à moins que tu aies quelque chose à ajouter peut-être. Non, bon, alors après, dans les autres dépenses un peu, on va dire, avantageuses, c'est qu'on peut faire passer aussi des chèques CESU, c'est des chèques emploi service universel. Et donc, vous avez une enveloppe disponible par année. Donc, concrètement, vous allez commander des e-chèques CESU, des chéquiers électroniques. Et ensuite, vous allez en bénéficier à titre personnel parce que ça va être un chéquier que vous allez pouvoir utiliser pour votre vie perso, garde d'enfants, ménage à domicile, jardinage, cours à domicile. Voilà, donc ça, c'est une dépense professionnelle. L'enveloppe annuelle est d'un peu plus de 2 000 €. Et donc ça, vous pouvez le faire payer par l'entreprise et finalement, c'est un bénéfice dont vous pouvez jouir à titre personnel. Voilà, donc il y a pas mal comme ça de petites astuces qui sont tout à fait légales. Mais voilà, après, la règle de conduite sur les frais déductibles, c'est il faut que ce soit cohérent par rapport à mon activité et que j'ai une facture au nom de l'entreprise pour pouvoir le déduire. Après, voilà, il existe un panel de frais déductibles. Il n'y a pas de liste exhaustive parce que, comme je disais aussi tout à l'heure, ça peut dépendre d'une activité à l'autre. Donc, en fonction de son secteur d'activité, en fonction du développement de votre entreprise, vous avez besoin d'acheter tel ou tel matériel, vous avez besoin de souscrire à tel ou tel service. Du coup, vous allez payer ces factures-là avec votre entreprise. J'en ai pas forcément parlé, mais tout ce qui est lié aussi aux prestataires dont vous allez avoir besoin. Si vous voulez déléguer la réalisation de votre charte graphique, la réalisation de votre site internet, tout ça, ça va être bien sûr des frais déductibles. Donc, vous pouvez faire travailler comme ça des prestataires qui vont se concentrer sur des points sur lesquels vous ne voulez pas vous concentrer. Et comme ça, c'est déductible. Par exemple, les honoraires d'un expert comptable, bien sûr, sont déductibles parce que c'est l'entreprise qui va payer le cabinet d'expertise comptable pour déléguer ces obligations-là. Une autre question de Johanna, plus généraliste, mais qui est toujours importante. Qu'est-ce que c'est un bilan comptable? Alors, un bilan comptable, on utilise le terme bilan pour parler de la clôture comptable. C'est-à-dire qu'en fin d'année, on va devoir récapituler tout ce qui s'est passé durant l'année sur votre entreprise. Donc, il y a des documents à réaliser. C'est quelque chose de très formel. Toutes les entreprises vont avoir les mêmes documents en fin d'année à réaliser. Ce qui va varier d'une entreprise à l'autre, c'est les chiffres finalement, parce que chaque entreprise va avoir son propre bilan d'activité. Donc, le bilan, c'est un des documents qui est obligatoire en fin d'année, qu'il faut transmettre aux impôts et aux greffes du tribunal de commerce. Donc, dans le bilan, on va retrouver vos investissements. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans la technique comptable du bilan, mais retenez que voilà, c'est un ensemble de documents qu'il faut réaliser en fin d'année et qu'il faut envoyer aux impôts et aux greffes du tribunal de commerce. Et le but de ces documents, c'est de rendre compte
de ce qui s'est passé durant une année sur votre entreprise. Voilà. Et pour un des documents qui s'appelle le compte de résultat, ça permet également de calculer l'impôt sur les sociétés qu'il faudra payer. Voilà. Au travers du compte de résultat, on calcule le résultat de l'année de votre entreprise et sur ce résultat-là va être calculé un impôt qui est donc l'impôt sur les sociétés. Voilà. Ça permet d'achever l'année et de passer sur une nouvelle année et après il y aura un nouveau bilan à la fin de la deuxième année, etc. Anouk voudrait savoir également, elle a payé et fait créer son site internet avant de créer sa société. Oui. Est-ce qu'elle peut le déduire? Oui, à certaines conditions, il faut que la facture soit au nom de l'entreprise et qu'elle soit sur une date, soit dans les 6 mois maximum antérieurs à la création de l'entreprise. Si cette date-là est dépassée, si la facture est au nom de l'individu, on va passer par un autre système que juste rattraper la charge. Il y a une autre façon de quand même faire en sorte que cette facture-là se retrouve sur l'entreprise. Ça ne va pas être simplement de dire finalement, rétroactivement, on passe la facture sur l'entreprise. Ça va pouvoir, par exemple, être un apport de l'associé à la création de l'entreprise, de pouvoir dire moi, voilà, j'ai déjà dépensé tant d'euros pour développer le site Internet, je l'apporte à l'entreprise. Donc, comptablement, ce n'est pas exactement pareil, mais le but recherché, de dire je vais me rembourser quand même cette dépense-là que j'ai faite à titre personnel qui est destinée à mon entreprise, le but sera atteint. Simplement, il y a plusieurs manières d'y arriver en fonction de l'antériorité de la facture et est-ce que la facture est ou pas au nom de l'entreprise. Sachez que vous pouvez demander à vos prestataires, à vos fournisseurs de refaire les factures. Même si des fois, ils vont un peu rechigner parce que, voilà, pour faire une facture, c'est pas, on a un peu envie de faire autre chose que refaire des factures, on les comprend, mais c'est pas impossible. Donc, si vous avez commandé un ordinateur le mois avant la création de votre entreprise, que vous n'avez pas eu le réflexe de demander une facture au nom de votre entreprise, vous pouvez demander à Boulanger, Fnac, peu importe à qui vous avez commandé l'ordinateur, de refaire une facture au nom de votre entreprise. Vous pouvez le demander. Ils peuvent vous dire non, pas le temps, notre système ne le permet pas. Bon, après, vous n'allez pas batailler, on va trouver une autre solution. Mais ils sont, comment dire, c'est tout à fait légal de faire cette demande. Il n'y a pas d'impossibilité à modifier une facture. Concrètement, en fait, ils font une nouvelle facture. Il n'y a pas une modification d'une facture payée, mais peu importe, le résultat est le même puisque vous vous retrouvez avec une facture qui est établie à la bonne personne, c'est-à-dire à votre société. Donc, ça me permet de rebondir aussi sur le fait qu'avant de créer votre entreprise, vous pouvez déjà avoir des factures au nom de votre entreprise, même si elle n'est pas créée. Si votre fournisseur tique un peu et dit « mais je ne retrouve pas cette entreprise, elle n'a pas l'air encore créée », s'il veut se rassurer, il peut mettre entre parenthèses société en cours de création. Comme ça, c'est OK, lui, il se couvre s'il est un peu prudent. Et vous avez votre facture au nom de l'entreprise et pour vous, du coup, c'est carré. Mais il ne faut pas forcément attendre la création de votre entreprise pour commencer à faire des dépenses. Vous pouvez anticiper la création de votre entreprise, commencer à faire des dépenses, demander à vos fournisseurs de vous facturer au nom de votre entreprise. Vous gardez bien de côté toutes ces factures-là pour qu'une fois l'entreprise créée, on puisse les incorporer dans votre comptabilité. Super. Une dernière question. Oui. Si le chef d'entreprise se paye, est-ce qu'il aura des bulletins? Alors ça va dépendre du statut juridique que vous allez choisir. Le bulletin de paie, il sera obligatoire si vous vous payez en tant que dirigeant de SAS ou de SASU. Autrement dit, quand vous êtes en SAS ou SASU, vous avez un statut de dirigeant assimilé salarié. Donc, vous avez beaucoup de points communs avec le système du salariat, dont l'obligation de l'exécution d'un bulletin de paie et des déclarations mensuelles à l'URSSAF. Donc, la réponse est ça dépend du statut. Mais oui, dans certains statuts, ce sera obligatoire. Pour faire la comparaison, en statut EURL, donc qui est l'alternative finalement quand on veut créer une société, on a soit la SASU, soit le URL. En EURL, il n'y a pas cette obligation de bulletin de paie parce que le dirigeant n'est pas affilié au même régime de protection sociale. Donc en fait, c'est le régime de protection sociale auquel vous êtes affilié qui va avoir des conséquences sur les obligations qui vont peser sur vous et sur votre entreprise. Donc en SASU, étant donné que vous êtes affilié au régime général, au régime des salariés et des assimilés salariés, vous devez respecter cette obligation d'édition de bulletin de paie.
Mais en EURL, vous êtes affilié au régime des indépendants et donc vous avez un statut de travailleur non salarié. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de bulletin de paye. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer de cotisation sociale. Ça veut dire que le système, le régime de protection sociale des indépendants fonctionne sur d'autres modes et donc il n'y a pas de bulletin de paye. Du coup, on revient un peu sur la thématique précédente. Si le siège de l'entreprise est chez moi, il faut que les services, électricité, etc. soient au nom de l'entreprise? Non, 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 vous les gardez bien à votre nom personnel, vous payez la totalité des mensualités toujours avec votre compte personnel. Et en fait, en fin d'année ou régulièrement dans l'année, vous allez avoir une transaction bancaire qui va sortir du compte professionnel vers votre compte personnel pour rembourser les frais que vous avez payés en totalité avec votre compte personnel. En fait, c'est comme si vous étiez un peu en colocation, si vous voulez. Il y a une personne qui a le contrat électricité sur elle, donc elle paye toute la facture et puis elle demande aux colocataires de lui verser tous les mois leur part. C'est exactement la même chose, sauf que votre colocataire, c'est votre entreprise, quoi. Voilà, donc il faut bien garder le contrat à votre nom. J'aime bien cette image de colocataire entreprise. C'est visuel. Bah écoutez, merci à tous. Camille, est-ce que tu as une conclusion peut-être que tu vas apporter? Bien entendu, contacter Oui, Number. voilà. N'hésitez pas, non, enfin, voilà, si vous avez des questions par rapport au sujet qu'on a évoqué ou si, même si c'est des questions justement qu'on n'a pas évoquées, je suis disponible pour faire des rendez-vous en visio de 30-45 minutes en fonction du sujet. S'il faut approfondir, on fait un second rendez-vous. Si vous êtes curieux aussi de savoir comment on fonctionne, de regarder un petit peu nos outils, voilà, ça peut être l'occasion aussi de rentrer sur ce genre de sujet. Et on met en place de toute manière un système de rendez-vous gratuit au démarrage pour que vous puissiez comprendre comment on fonctionne, voir si ça correspond à vos besoins. Et ensuite, on voit si ça vous intéresse de mettre en place la mission de suivi comptable si vous entamez une démarche de création d'entreprise, bien entendu. Voilà, ben merci, c'est très clair. Merci à tous les participants. On vous communiquera les coordonnées de Camille, voilà, si vous voulez rentrer en contact pour plus de questions. Et vous pourrez également retrouver le webinaire sur notre page YouTube, la page de Réseau Pintec. On vous enverra tous les liens pour que vous puissiez revoir toutes les infos. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir, bonne journée.